Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, une émission confinée. Habituellement, on a Rav Kremezi de loin. Cette fois-ci, tout le monde est de loin, d'accord? Mais on est tous très 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 proches, tous unis ensemble face à la Corona. Et on reçoit cette semaine le docteur Michael Wolf, qui a eu un rôle réel en Israël d'information, de vulgarisation auprès du public français sur la Corona. On aura le temps d'en discuter. Et évidemment, Rav Kremezi à Montréal, au Canada. Et on verra d'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment les Canadiens ont appréhendé aussi la coronavirus. Mais le cours de ce soir, le sujet de ce soir, c'est les convergences entre la halacha et toutes ces mesures sanitaires et de distanciation, mesures barrières, comme on dit en français, qui permettent justement d'éviter la propagation du virus. Alors, Michael Wolf, on va vous laisser juste présenter votre œuvre. En Pirkei Avot, il y a marqué « Quand il n'y a pas d'homme, sois un homme ». Donc en fait, c'est exactement ça. Michael, il a vu qu'il y avait un trou, qu'il y avait un stress, etc. Et donc du coup, le docteur Wolf est venu. Il est pédiatre. Donc a priori, il n'est pas, épidémiologue. Mais en tout cas, il a rassuré beaucoup de gens en Israël. Et donc, on va lui laisser la parole pour cette première question sur les mesures qui ont été mises en place en Israël. D'abord, bonsoir. Il y a que ma maman qui pense que je suis Rav, moi je ne suis que docteur. Alors, cette histoire de Corona m'est un petit peu tombée dessus par hasard, puisque, bah, vous l'avez dit, je ne suis pas ni épidémiologue ni virologue, mais j'ai des patients à Ranana, et quand cette histoire a commencé à faire un petit peu de bruit, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mois de février, mars, on ne savait pas trop, et la majorité des recommandations et des annonces ont été faites par le ministère de la Santé en 5 langues, hébreu, arabe, anglais, russe, aramique, éthiopien, mais évidemment pas en français. Donc je me suis dit que je vais essayer de donner un petit peu d'informations à mes patients à Ranana, parce que voilà, c'est méconnaître le problème et méconnaître le virus, c'est se mettre en danger et mettre les autres en danger. Donc je vais essayer de faire un maximum d'informations en traduisant ce qui est fourni par le ministère de la Santé. Et ça a fait un petit peu un effet boule de neige, puisque bon, j'ai fonctionné par groupe WhatsApp. D'un groupe WhatsApp de 250 personnes, on en est passé à 14. Il y a plus de 3000 personnes qui se sont inscrites. Donc, pas mal de travail. Ça fait quelques semaines. Heureusement, Baruch Hashem, actuellement, moins de travail et beaucoup plus de bonnes nouvelles. Oui. Au quotidien, vous pouvez expliquer un peu vous n'avez pas fait que traduire. Alors, principalement, je traduis. Et d'abord, j'ai dû me faire entourer. Je vais pas prendre tout le capote, certainement pour moi, parce qu'il y a eu, à un moment donné, au moment du pic, énormément de boulot, de traduction, et des gens ont la gentillesse de m'aider. Il y a aussi beaucoup de questions. À partir du moment où vous avez votre numéro qui circule, vous avez à peu près tout le pays qui, très gentiment, vous demande conseil Rav Kremezi, il connaît ça. et Rav Kremezi, il a l'habitude. Et comme je disais, juste pour finir sur ça, actuellement, c'est plutôt des bonnes nouvelles, puisque je n'annonce principalement plus que les chiffres qui sont jusqu'à présent bons. On voit le nombre de cas diminuer, le nombre de patients graves diminuer, que pour le moment des bonnes nouvelles, et on espère que ça dure. Alors, justement par rapport à ça, donc nous, on est Torah Box, on est en Israël. Euh, il y a eu beaucoup de Siyata d'Ishemaya, beaucoup d'aides divines en Israël. Des bonnes décisions ont été prises. Grâce à Dieu, on a été beaucoup moins touchés qu'en France. Et on partage très fortement la douleur de tous les juifs en France, partout dans le monde, mais bon, notamment, enfin, principalement en France. Au niveau des mesures qui ont été prises en Israël, Rav Kremezi, vous pouvez nous faire juste nous exposer un peu la différence de traitement ou peut-être le traitement du virus au Canada? Comment ça a été géré chez vous dans le monde de la Torah, etc. Là, pour le coup, je pense pas, la plupart de nos auditeurs connaissent pas. Ok. Tout d'abord, il faut savoir qu'en général, les Canadiens sont un peuple, et vraiment c'est quelque chose d'incroyable, qui ont une très grande écoute des autorités. Numéro 2, au Québec,
on vit déjà pendant quelques mois dans un confinement pratiquement forcé par la nature. Ça veut dire que depuis le mois de septembre, octobre, on a des tempêtes de neige et on est sur des températures sous zéro pratiquement 5-6 mois par année. Donc, la fréquentation quotidienne, les rues ne sont pas aussi pleines que nous avons habitude en France ou en Israël. Quand je vais chez mes parents à Marseille en plein hiver, je suis toujours choqué en plein mois de janvier de voir autant de monde dans les rues. Chez nous, à part devant l'arrêt du bus, où le matin, il y a des gens qui viennent, les gens ne sortent pas. Ou on est en voiture, ou bien on va au travail, on rentre à la maison. Ces facteurs ont fait que… Rav Kremzi, vous vous rendez compte, Rav, que là, vous avez tué l'envie de toute personne normale de vouloir vivre au Canada. C'est-à-dire que d'abord, on s'imaginait, moi je m'imaginais toujours les chassidim avec des stalactites quand ils sortaient du mikvé en hiver. Mais là, en plus, leur dire, vous savez comment vous avez été confinés? C'est comme ça tous les ans. Alors, il faut savoir que le fait de ne pas être dans les rues, le fait d'avoir cette façon de vivre, elle a protégé énormément. Il neigeait, il y avait quelques flocons de neige encore la semaine dernière à Montréal. À Pessah, nous avons eu de la neige. Donc, ce qui fait que la façon de vivre est totalement différente en Amérique du Nord et ce qui a donné que même que Montréal est une énorme ville, nous avons pratiquement au Québec que 26 000 cas. Aujourd'hui, c'est grave, 26 000 cas, mais je pense pour une population de plus de millions de personnes, rien qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, on frôle les 3 millions de personnes, on pourrait dire que c'est pas grand-chose. Les gens… Surtout que c'est très cosmopolite, qu'il y a énormément de Chinois, qu'ils n'ont pas fermé les avions à la Chine. Exact. C'est encore plus remarquable. Et ce qui a fait, c'est que il y a eu une réponse extraordinaire de toutes les communautés. On pourrait dire séfarade, ashkenaz, les rabbanim, le Rav Arashi, le Rav Weiss, le Rav du Vaad Aïr, le directeur, le Rav Saül Emmanuel, ont été à l'avant très, très, très rapidement, où les gens ont reçu des directives claires, nettes et précises. Les chouls ont fermé, les rabbanim ont fermé. Les gens ont pris conscience du danger véritable que ce que cette maladie, elle pouvait nous apporter. Malgré que nous avons eu des décès dans la communauté, des gens que nous connaissons, et je ne pense pas que seulement à Montréal, mais des gens que vraiment nous avons grandi avec. Le rabbi de mes enfants dans leur école est décédé. Mes voisins, j'ai des voisins qui sont décédés. Mais on aurait pu avoir une beaucoup plus grande crise si les gens n'avaient pas accepté. Et ce que nous avons pu remarquer à tous les niveaux, c'est que malheureusement, très souvent, dans le peuple juif, nous pensons et nous avons souvent des gens qui veulent jouer les héros en pensant que garder les synagogues ouvertes, alors on fera plaisir à Kadosh Baruch Hu. En gardant des mikvaot ouverts, on va être des héros. Quand totalement la Torah nous dit Ushmartem me'od nafshotechem, la Torah elle te dit, tu sais c'est quoi le véritable héros? Le héros de la Torah, c'est pas celui qui va à l'encontre de tout le système, c'est celui qui va avec le système. Rab Shmuel de Salant, qui était connu à Yerushalayim comme un homme qui était très strict dans les halachot. Dès qu'on lui parlait d'une halakha, il allait toujours à la plus grande rigueur de la halakha. Et pourtant, Rav Shmuel de Salant, quand il y avait les lois de jeûne, et quand on lui demandait « et je me sens un petit peu mal, est-ce que j'ai le droit de manger ?» Dès que quelqu'un parlait et venait l'approcher pour lui demander une question du jeûne, « mange, mange », il était très coulant sur les lois de manger. Et un jour, on lui a demandé « Kevod Arav, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, sur toutes les lois de la Torah, vous êtes énormément dans la rigueur ? Et quand il s'arrive aux lois de jeûne, vous êtes totalement dans la coulante. » Et elle dit, c'est faux, je suis aussi dans la rigueur. Seulement, je suis dans la rigueur de sauver les vies des gens. La Torah nous dit, Ushmartem me'od nafshotechem. La Torah n'a pas dit, et vous garderez la vie. La Torah dit, vous garderez énormément votre vie. Nous avons l'obligation de faire tout ce qui est dans notre possible pour pouvoir garder nos vies. Et j'ai pu voir quelque chose d'extraordinaire. Je fais partie aussi un peu du service médical en faisant partie de Hatzalah depuis des années, où on a été énormément dans des appels où j'ai vu, Baruch Hashem, mes amis de Hatzalah qui ont donné véritablement leur temps, leur vie, leur moment, leur argent pour sauver des vies, où ils ont été véritablement en première ligne et on a vu ces efforts qui ont payé. On a vu les gens qui ont écouté. On a vu que tout le monde
a fait son petit effort à travers les Beth Knesset, à travers les Rabbanim, à travers les services d'information. Je peux voir chez moi juste le nombre de groupes WhatsApp qui ont été créés juste pour rappeler des principes de base que les gens peut-être avaient oublié, se laver les mains. Et on pourra en revenir. Et ces petits groupes d'information, on pense que ça n'est rien, mais véritablement, c'est ça qui a permis de sauver des vies. Et je dirais une chose de plus, c'est que, juste je terminerai, Michila, avec un mot, c'est qu'on a senti que toute la communauté, séfarade, ashkénaze, religieuse ou moins religieuse, étaient tous ensemble, pas contre la guerre, mais véritablement en harmonie pour pouvoir sauver le maximum de vies. Docteur Wolf, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les grandes mesures d'hygiène qui sont critiques pour endiguer le virus? Alors, la plupart maintenant des gens, ils sont rompus, mais c'est intéressant parce qu'on va essayer de faire un parallèle avec les recommandations halachiques. Évidemment, je vais rien vous apprendre puisqu'on vit dedans tous depuis de nombreuses semaines, mais on garde les consignes de base, se laver les mains, de garder les distances hors milieu familial de 2 mètres, porter des masques, se relaver les mains à chaque fois que possible. Et puis aujourd'hui, bon, on est en phase d'ouverture, on commence à déconfiner, mais il faut garder les mesures, on va dire, individuelles strictes. On ne rentre pas dans les magasins sans qu'on mesure la température, on garde toujours les distances, on essaye, à la mesure du possible, de garder des gants pour ne pas toucher, parce qu'on sait que ce n'est pas une contagion, pardon, juste par les gouttelettes, mais également par le contact, par les sécrétions qui peuvent rentrer dans les yeux, la bouche. Ça, c'est ce qu'on peut faire à titre individuel aujourd'hui. Le reste, c'est au gouvernement à faire ce qu'il faut pour nous aider, nous protéger. Après-midi, alors, moi, ça fait des années et des années que j'ai l'image au Moyen-Âge de Rachi en train de faire Netilat toutes les 3 secondes dès qu'il sort des toilettes, etc., dès qu'il touche son cuir chevelu, dès qu'il touche ses chaussures. Et en face, il avait des bonhommes à l'époque des croisades qui devaient se laver une fois par mois. Alors évidemment, on a entre-temps le gap s'est resserré avec le reste du monde, mais du coup, pour vous, est-ce que quel point commun vous mettez en avant? Est-ce que vous voyez ça, c'est un hasard pour vous? Est-ce qu'on peut dire au contraire que la Torah protège à travers des règles d'hygiène, ou ça n'a rien à voir, c'est des règles de pureté, d'impureté qui n'ont rien à voir? Tout d'abord, il y a énormément de lois de la Torah qui ont à voir avec les lois d'hygiène. On pourrait juste, vous avez mentionné que se laver, par exemple. On sait qu'en France, Louis XVI se lavait pas très souvent. Le peuple juif, on n'a qu'à juste voir une maman qui va au mikvé, elle n'a pas le droit d'avoir de khatsitsa, de quelque chose qui sépare son corps à l'eau. Elle doit faire un nettoyage total. Nos mains, non seulement avoir les halachot de les laver avec un kéli, on ne peut pas manger du pain et faire netilat si sur mes mains il y a de la saleté. Ça veut dire que je dois nettoyer mes mains pour enlever tout ce qu'il y a, enlever sous mes ongles la saleté. Ça veut dire que la Torah, non seulement que nous avons des halachot de pureté et d'impureté par rapport à manger du pain, par rapport à aller au mikvaot, par rapport à X, Y, Z, mais pour pouvoir accomplir toutes ces lois de pureté, il est nécessaire et obligatoire de la Torah nous demander d'avoir une hygiène corporelle. Exemple, même comment, Michila, avec le respect que je dois à nos éditeurs, quand un homme ou une femme va à la salle de bain, comment aller à la salle de bain? Se laver, faire attention à ses mains, que ce soit les hommes ou les femmes, pour pouvoir prier. Toutes ces lois-là, c'est certain qu'elles ont gardé et elles ont protégé le peuple juif d'énormément de maladies. On n'a qu'à juste voir la peste noire. Tout le monde mourait et pourtant un des seuls qui mourait le moins était bien les juifs. Pourquoi les juifs mouraient moins de la peste noire que même les nations du monde pensaient que les juifs avaient été les auteurs de cette maladie? Ben simplement parce qu'on se lavait les mains, parce qu'on faisait attention quand on allait aux toilettes, parce qu'on faisait toutes les lois de la Torah. Donc c'est sûr qu'on ne va pas dire que le Netilat Daïm, il est suffisant
pour enlever le virus. Non, il faut laver les mains avec l'eau savon, il faut se laver les mains, mais il est certain que si je fais attention au minimum de la Torah, savoir que mes mains n'ont jamais rien qui vont toucher avant de prier, avant de manger, avant la toilette, savoir que toujours mes mains, elles vont être propres, que mon corps il est propre, avoir avant, après les toilettes, les salles de bain, tout notre corps, notre Torah nous donne une mitzvah de vatem, tiyun et kiyim, qu'on doit être propre, bien sûr, pas seulement propre sur son corps, pas seulement propre sur ses habits, pas propre sur nos actions. Rav Kremezi, je vous coupe parce que Dr Wolf fait une tête, je sais pas, il a pas l'air hyper convaincu par le dossier là. Surtout la peste noire. La peste noire, ça n'a pas l'air de lui avoir fait plaisir, hein, je peux vous dire. Pas du tout, bien au contraire. D'abord, je voulais vraiment rebondir sur ce qu'a dit le Rav, qui a dit ce n'est pas suffisant pour combattre le virus. Mais c'est l'une des principales choses que nous, à l'état individuel, on peut faire. Il faut se protéger et protéger les autres. Est-ce que c'est suffisant pour combattre le virus? Non. Et tout à l'heure, j'ai dit, on espère que l'État va nous protéger. Et à quoi je pensais? À continuer ce qui a bien été fait, à faire un maximum de dépistage, identifier les personnes malheureusement malades, les isoler, les soigner. Et ça, ce sont des choses que nous, à titre individuel, on ne peut pas faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut garder une hygiène suffisante pour éviter de se contaminer et contaminer son voisin et sa famille, ses amis. Donc, faire très attention à tout ça. Donc, non, je suis pas. D'accord, non, je sais pas, non. C'était un toc. Docteur Wolf, mais non, mais en plus, c'est pas ça. C'est que normalement, j'ai les gens à côté de moi. Là c'est plus complexe. Euh, Docteur Wolf, là, en Israël, parce qu'il faut toujours qu'on fasse le parallèle, parce qu'en France, on va y arriver, mais en tout cas, en Israël, on a commencé à déconfiner, doucement, doucement, on rouvre les écoles. Est-ce que pour vous, la distanciation sociale et le port d'un masque, a priori, ça doit être suffisant pour éviter, pour en finir gentiment avec la pandémie, ou est-ce qu'il y a quand même lieu de craindre, comme tout le monde le dit, une rebelote, une deuxième vague? Alors, comme je vous ai dit, non, suffisamment non. Je vais encore une fois revenir sur le fait qu'il faut continuer ce qui a été fait, dépister, identifier, isoler, traiter. Et ça, c'est ceux qui nous dirigent qui s'en occupent et tout le service médical. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on fait, à savoir faire attention à ne pas contaminer. Euh, Maintenant, la seconde vague. Le gros problème de cette situation, c'est qu'on ne sait qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et ceux qui disent il y aura une seconde vague, ceux qui disent il ne peut pas y avoir de seconde vague. J'ai entendu aujourd'hui un grand spécialiste dire il n'y a eu aucune épidémie où il y a eu une réelle seconde vague, tout fonctionne comme une courbe de Gauss. Une fois qu'on a atteint le pic et que ça commence à diminuer, eh bien ça continue comme ça et la seconde vague, c'est de la blague. Je ne sais pas, je ne pense pas que quelqu'un peut se permettre de le dire. Donc il faut continuer à être prudent. On parle de réouvrir les écoles. Il y a tout un programme qui a été annoncé, qui va être probablement validé, annoncé, et validé demain, je pense, demain soir, par le gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que je reçois des dizaines de demandes par jour de mamans qui me demandent, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour les écoles? Je leur ai dit, je ne sais pas. Après-midi, en Israël, vous auriez vécu maintenant en Israël. Dimanche, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Vous les envoyez ou pas? La question ne se pose pas seulement en Israël, elle se pose aujourd'hui au Canada aussi. Au Canada, juste parce qu'on ne connaît pas, au Canada, vous en êtes où? Alors, la première vague d'école va commencer à ouvrir le 11 mai. À Vous avez été l'extérieur, confiné aussi au Canada? Vous avez été obligé de toujours rester là, ouais. On va avoir les écoles qui vont rouvrir, à part dans la province de Montréal, à partir du 11 mai. Ils veulent rouvrir le primaire à partir du 19 mai et laisser fermer les secondaires jusqu'en septembre. Donc, les écoles secondaires, cégep et université. En fait, Montréal, ça reste une province française, quoi. Ils prennent ce qu'ils disent en France et ils appliquent. Non, c'est incroyable. C'est là où on a le plus de cas et c'est la plus grande ville. Donc, on vit plus confiné et déconfiné des par nature, des bâtiments. Donc, automatiquement, on doit faire attention. Mais les yeshivotes, tout ça, c'est fermé. Tout ce qui est yeshivot, aujourd'hui, c'est fermé. Tout est fermé. Et la question, les parents nous posent la question clairement, qu'allons-nous faire avec nos enfants?
D'abord, il faut savoir que le gouvernement a donné au Canada un droit aux parents de choisir d'envoyer ou de ne pas envoyer leurs enfants. Il faut savoir que nous avons différentes façons pendant 8 semaines à peu près, tous les jours, dans toutes les maisons du monde. Nous avons parlé de Covid-19, combien de morts. Les enfants ont vu des morts, les enfants ont vu des personnes à l'hôpital, les ambulances. Ces photos vont rester marquées. Je ne suis pas médecin, mais je suis un papa et un grand-papa. Je peux vous garantir que, je pense que le docteur pourra nous dire, que ces images ne vont pas s'effacer si rapidement de la tête de nos enfants. Ça va prendre du temps à ce que nos enfants vont accepter eux-mêmes d'aller à l'école. On ne peut pas en le laissant dire, OK, tu vas cliquer les doigts, tu vas tout oublier et tu vas aller à l'école. Je vais prendre juste mon cas personnel. Dans ma propre famille, j'ai des enfants qui m'ont dit, papa, j'irai pas à l'école. Je ne repartirai pas à l'école, j'ai trop peur. J'en ai un autre qui me dit, eh ben moi, dès que l'école elle va ouvrir, moi, je veux retrouver mes amis et je veux aller à l'école. J'ai un troisième qui m'a dit, eh ben moi, je vais attendre au moins 1 semaine à 10 jours pour savoir comment mes amis, ça se passe à l'école et ben, pourtant j'irai. On a la même maison, on a le même papa, on a la même maman et on a 3 modèles différents. Et je pense que chaque parent, quand la Torah nous dit « Chanoch na'ar al-pi darko », les images, ce qu'on voit, ce qu'on entend, comment chacun le revit personnellement, pareil pour un adulte et encore beaucoup plus grand chez nos enfants. Il serait une erreur fondamentale de parents de forcer des enfants à faire quelque chose. Après-midi, je suis désolé, il y a un problème dans ce que vous dites. Il y a un vrai problème. C'est que c'est logique. Une fois qu'il y en a un qui s'en va et qui va à l'école, si on part du principe qu'il y aura des interactions sociales, parce qu'il y en aura entre des petits surtout, ceux qui ont dit « moi je pars pas parce que j'ai peur », il doit être en bidoute, il doit plus parler à celui qui va à l'école. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais là, vous comprenez que vous réfléchissez avec une tête rationnelle. Les enfants, ce n'est pas rationnel. Chez un enfant, ça, c'est un deuxième point. Comprendre qu'on va être contaminé parce que mon frère, il va y aller. L'enfant, il n'a pas cette connaissance. L'enfant, il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a possible. D'accord, mais le parent, il va dire quoi, lui? C'est la vraie question. Le parent, il n'est pas ici parce que véritablement, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne n'a de garantie. On a pu voir en 1919, dans certaines villes aux États-Unis, où ils ont déconfiné trop rapidement, qu'on a eu des vagues. On peut juste voir dans les faits historiques, Michila pour Dr Wolf, où on a dit que le médecin dit qu'on ne l'a pas fait. On a vu des deuxièmes vagues, claires, nettement et précis, dans certaines villes en 1919, où on a rouvert les villes trop vite, où on a eu des deuxièmes courbes qui ont été gravissiment assez graves de nouvelles frappes. Donc, nos enfants, on doit les aider. On doit les apporter doucement à ce que ce traumatisme, il va partir de chez eux, à savoir comment ils vont vivre durant l'été, comment ils vont socialiser doucement. Et chacun de nous, avec ses enfants qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés, avec sa façon d'être, avec sa chokhma, lui et sa femme, apporter nos enfants au Akadosh Baruch Hu. Et plus que tout, je vous dirais qu'il va être très difficile aux parents de convaincre leurs enfants de quelque chose que eux-mêmes ne sont pas convaincus. Et je vous dirais même plus qu'il n'y a personne qui est là pour nous convaincre parce qu'il n'y a aucun médecin au monde. Et j'ai suivi avec mon humilité énormément de cours de médecins dernièrement à cause de Hatzala où tous les médecins nous disent nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous essayons et nous tapotons. Alors, comment vous voulez que des parents vont convaincre leurs enfants de quelque chose qu'ils ne savent pas et qui ne sont pas convaincus? Docteur Wolf, vous envoyez vos enfants ou vous envoyez pas? Je pense que je ne vais au moins la première semaine pas les envoyer et attendre de voir ce qui se passe. J'espère qu'en Israël, comme l'a dit le Rav au Canada, on va donner la possibilité aux parents de choisir. Parce que c'est vrai, il y a des parents qui veulent, que ce soit pour raison économique ou autre, peu importe, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui ont peur, qui ne savent pas. À partir du moment où les parents auront le choix sans que ce soit l'enfant qui en souffre, quelle que soit la raison, je pense que toute décision qui sera prise sera bonne. Après, on observe, on voit. J'espère que les choses se passeront bien et on enverra de plus en plus les enfants à l'école parce que oui, beaucoup sont en demande. C'est difficile aussi pour des enfants
jeunes, en âge d'être au GAN, de rester toute la journée à la maison. Rav Kremizi, au niveau économique, on a un vrai sujet en réalité. Euh, c'est que aujourd'hui, la situation est très dure pour beaucoup, beaucoup de gens partout dans le monde, notamment des gens qui ont peu de visibilité, ce qui est quand même souvent le cas en Israël, où on a un grand pan de la population qui vit en minus dès, on va dire, le 3 ou le 4 du mois, c'est pas le premier. Et donc, du coup, la question, elle est comme ça. C'est au niveau halachique, est-ce que ce choix de l'économie, il peut avoir un fondement halachique? Est-ce que, en fait, ma question est comme ça. Est-ce que Ushmartem meot et nafshotechem, ça s'applique aussi finalement à la santé morale d'une personne parce que justement, elle n'a pas de quoi manger? Travailler sur le risque de tuer d'autres personnes. On sait que la Torah, on a des lois, par exemple, de Batel Beshishim, que quand nous avons un soixantième de lait qui tombe dans de la viande, alors on a le droit de manger si le lait va tomber par mégarde. Dans les lois de danger, le soixantième ne s'applique pas, même beaucoup plus que 60 fois. Aujourd'hui, on sait que les pourcentages, et le docteur pourra me dire si je me trompe, dans le corona, le plus petit chiffre que nous avons, c'est 1%. C'est-à-dire le plus petit, c'est 1 sur 100 des gens qui vont être touchés, qui vont être malades. Nous avons des enfants qui sont morts, nous avons des adultes qui sont morts, nous avons des jeunes qui sont morts. La maladie n'a pas encore clairement été dépistée. Aujourd'hui, on est en train de chercher véritablement à trouver aux États-Unis, en Israël, ils sont très forts pour cela, à savoir est-ce qu'une personne a créé elle-même un vaccin autosuffisant pour lui-même pour se protéger. Mais tant que nous n'avons pas ces facteurs et ces connaissances, comment on peut aller travailler et le soir revenir à la maison avec le respect que je dois, embrasser sa femme, peut-être la contaminer, demander à sa femme X ou Y, Z, embrasser ses enfants, les enfants vont aller chez les grands-parents, mais je ne comprends pas. C'est qui la personne qui prend le risque de venir et de tuer du monde? Il n'y a pas longtemps, le rabbi de Tzanz a écrit et a demandé, mais qui donne le droit de vie ou de mort sur d'autres personnes? Nous n'avons pas le droit. On doit donner un énorme merci au Admour de Sassov, le premier Admour en Eretz Israël, qui a fermé les synagogues, qui a demandé à tout le monde d'arrêter, a été le Admour de Sassov, où il a dit clairement qu'il fallait commencer à suivre les recommandations. Il y a dans certaines communautés où il y a eu, je ne vais pas dire le nom de la communauté, 200 morts de la même communauté à New York. Et on entend que cette même communauté continue à ouvrir ses synagogues pour X ou Y raison. Moi, j'ai des questions sur cela. En France, on a eu des chrétiens qui se sont réunis ensemble par milliers et qui ont créé énormément de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit écouter les gouvernements. On a eu des tchouvot de Rabbi Akiba Eger qui ont été écrits quoi faire. On a peut-être des problèmes de parnassa, mais on a l'obligation de protéger notre famille, de faire quelque chose, peut-être de se trouver un nouveau moyen. Je prendrai juste une phrase que le Premier ministre Legault québécois a dit, et je pense qu'il est important. Il a dit qu'il y a eu le monde avant le Covid-19 et il y aura un monde après le Covid-19. Et il a dit qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler différemment, on apprend à socialiser différemment, on apprend à s'ingénier, à trouver de nouvelles façons comment vivre notre vie sainement et en sécurité. Ce n'est pas parce que vous avez fait tel métier jusqu'à présent qu'il va nous être permis de faire tel métier. Le monde a changé, la vie a changé. Aujourd'hui, on voit les shiurim ont changé. Avant, vous étiez à Torah Box pour faire rabbin dans la cité. Aujourd'hui, on se trouve confiné dans une maison et on y arrive. C'est bien pareillement. Docteur Wolf, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous, de toute façon, vous n'avez pas arrêté de bosser. Ou si vous avez arrêté de bosser pendant un moment? J'ai envie de dire que je suis avec vous en tant que spectateur et je vois les paroles du Rav et j'ai pas grand-chose à rajouter pour répondre à la question de la façon dont moi, en tout cas, médecin de Coupatrolim, j'ai travaillé. Oui, je suis allé travailler, mais ça fait pratiquement un mois que je ne vois quasiment plus de patients parce que on demande qu'ils ne viennent pas en Coupatrolim, mais on continue à travailler en les aidant par du télétravail. On les appelle, on a des systèmes de caméras pour voir les enfants, pour éventuellement même pour les ausculter avec le système israélien de Taito. Donc on continue à travailler, mais en distance. Donc on a changé
cette façon de travailler. Et on est dans le questionnement le plus total. J'ai posé la question, donc j'ai, on va dire, deux façons de travailler. Je suis en Coupatrolim Atzmaï, indépendant, et en Coupatrolim Sarir. Donc je dépends, en tant que Sarir, de la clinique. Et je leur ai demandé Salarié. qu'est-ce qui va se Salarié. salarié. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? En tant qu'Atzmaï, en tant qu'indépendant, je fais ce que je veux. Et pour le moment, je ne réouvre pas tant que la situation ne continue pas à s'améliorer et qu'on peut se permettre de revoir des patients. Mais en tant que salarié, qu'est-ce que je fais? On m'a dit, on va faire ce qu'on nous dit de faire dimanche. Si les enfants peuvent retourner à l'école, ça veut dire qu'ils peuvent aussi aller chez le médecin. Je suis pas encore prêt à accepter ça. On va voir. Jeudi soir, ça va être un tournant. Vendredi matin, j'irai travailler comme tous les vendredis matins et on verra les décisions qui vont prendre, qui vont être prises. Et je serai au final le seul juge de ce qui va être fait. Est-ce que je vais accepter ou pas? On va voir. Ok, Mais très très clair. Alors, la façon de travailler. on a encore deux sujets pour terminer cette émission. D'abord, votre position sur la reprise des mini-animes. Au Canada, vous avez des mini-animes ou il n'y a pas encore de mini-animes? Alors, les choux sont fermés, mais Baruch Hashem, nous n'avons pas raté un minyan. Nous avons dans notre jardin toutes les maisons, derrière de grands balcons. Et Baruch Hashem, nous n'avons jamais raté un shacharit, un Ah, donc mincha ou un donc il y maharit. avait possibilité, quoi. Vous n'étiez pas de Donc, bloquer. on a demandé à la loi, on a demandé à la police, on a demandé à la ville de Montréal. Et la ville de Montréal a dit que non seulement elle permettait les minyanim, les prières dans les balcons, mais même elle les poussait. Pour une simple raison, elle a dit que si on va enfermer les gens sans avoir un minimum de contact Social. humain, alors les gens vont exploser et vont aller sortir. Mais si on va leur permettre de socialiser à travers les balcons, alors au moins ça va être plus facile. Et on a vu que dans chaque ville où on a permis la socialisation des balcons, eh ben, ça a permis le confinement. Pour vous donner, il y a une ville aux États-Unis qui l'ont interdit et il y a eu une explosion du Covid-19. Et les rabbinim m'ont demandé, s'il vous plaît, reprenez les minyanim des balcons. Et le jour où ils ont repermis les minyanim des balcons, eh ben, on a vu la maladie, au bout de 2 semaines, qui a diminué parce que les gens ne se sauvaient plus pour aller se visiter l'un avec l'autre. Ils avaient un minimum de socialisation normale ou de prière. Donc, Baruch Hashem, à Montréal, on a eu le droit, la ville a permis, la santé l'a permis. Là, et vous on a avez pu marqué le- des points. on a pu- Là, vous avez on a remarqué pu- des points auprès de ceux qui veulent peut-être partir à Montréal. Parce que poussé par la ville, les goïms qui vous poussent à faire des mini-animes, la vérité, c'est beau. Baruch Hashem, on a pu, Ici, ils nous on ont a- chassés avec des bâtons. Mais en tout cas, et je pense que c'est très important que dans chaque famille, la Beth Knesset, la Yeshiva, le Kollel, et quelque part où un homme, quand il va, il revient, il doit avoir dans son cœur énormément de simcha. De la simcha pour y aller, de la joie que sa femme a de le recevoir quand il revient à la maison, que ses enfants sont fiers de lui quand il aille et quand il revient. Si nous n'avons pas le droit d'y aller et on va commencer à faire des choses sans cœur, eh ben la prière risque de devenir barminan, même si elle est permise, de l'angoisse. La famille va pas le sentir correctement. Il y a eu un message hier du Rav Asher Weiss, pour ceux qui connaissent le Gaon Ador, en disant que même en Eretz Israël, que vous avez le droit de recommencer les minyanim, il supplie les gens de continuer les minyanim dans les Mirpesset. Et la raison, elle est comme je viens de vous l'expliquer, à savoir qu'on prie, continuons à prier en santé, peut-être avec une coula d'un balcon, mais véritablement, on aura la possibilité de prier de nombreuses années encore en santé. Docteur Wolf, de tous les chiffres que vous avez analysés, des infos que vous avez transmis, etc., il y a eu des cas de gens qui ont été contaminés dans des minyanes, lors de minyanim dehors. Je peux difficilement répondre à la question, On a eu un mais cas d'un type, on dit, il sort pas de chez lui. La seule chose qu'il fait, c'est d'aller à un minyan où il met une distance, et finalement, il a été contaminé. Donc, a priori, ça peut être que par là.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. En Israël, on a le droit d'avoir des minyanim à l'extérieur. Je ne peux pas savoir s'il y a eu des contaminations au sein des Non, minyanim. a priori, vous avez pas entendu un truc comme ça. Non, il y a encore quelques semaines avant qu'on autorise les minyanim à l'extérieur, beaucoup de cas dans les synagogues, depuis le début. Ce que je peux vous dire, c'est que les principaux lieux où actuellement on peut se faire contaminer, ce sont les supermarchés, principalement. En tout cas, jusqu'à ce qu'on réouvre il y a une dizaine de jours, un peu plus, les villes, mais c'était le lieu où on avait plus de contamination. Je ne sais pas pour les minyanim à l'extérieur. Ok. Dernière question. On a toujours nous, en tant qu'hommes, a fortiori en tant que juifs, le, on est toujours tiraillé par le fait de devenir un délateur ou pas. Alors, il y a en plus ce digne de Moser qui se rajoute, c'est-à-dire le fait de dénoncer aux autorités publiques. Et là, cette question, elle est très forte. Pour peu que j'ai un voisin de palier ou j'ai quelqu'un que je connais qui ne respecte pas du tout les consignes, d'accord? Dans quelle mesure, enfin, qu'est-ce que dit la Torah par rapport à l'idée d'aller le dénoncer aux autorités? Rav Kremzi. Tout d'abord, cette question, enfin, vous bien comprendre qu'on parle d'une énorme question. Parce que dans la Torah, comme vous l'avez dit, le digne de Moser, c'est quelque chose d'excessivement grave. Il ne faut pas prendre ce concept à la légère. Et je ne suis pas en train de répondre à la question maintenant. Je veux juste m'attarder une minute sur le concept de Moser. D'après la Torah, quelqu'un qui irait à un gouvernement et dire voilà, monsieur un tel fait telle chose, et on pourrait lui prendre son argent, même pas seulement sa vie, même pas le mettre en prison. Déjà, des halakhot très sévères s'appliquent sur la personne. Ce sont une des choses les plus graves dans la Torah. Ce n'est pas seulement une loi de la Shonara, ce n'est pas seulement, bien sûr c'est grave la Shonara, mais ça peut même, à l'époque de la Torah, on pouvait même tuer un Moser. Donc, c'est-à-dire, on va avoir juste la gravité de la chose en un mot si on est Moser. Donc, d'abord, on va employer le mot Moser, comprendre que si on rentre dans la paracha du Moser, on pense et on est véritablement très sévère avec le Moser. Ici, avant de savoir si on est Moser, il faut se poser une autre question. Est-ce que la personne qui transgresse la halakha a un digne de Rodef? Rodef veut dire un tueur. Et je vais m'expliquer. Si par exemple, j'ai un homme qui court derrière un enfant ou derrière une femme pour la violer, le violer ou le tuer, et moi je suis là avec mon téléphone, est-ce que j'ai le droit d'appeler la police? Non seulement j'ai le droit, il m'est obligé, d'après la Torah, d'appeler allô, police, il y a un monsieur qui veut tuer ou qui veut violer cette personne. Ça s'appelle un rodef. Maintenant, on va revenir sur notre cas des gens qui transgressent les lois. Est-ce que les personnes qui sont et qui ne respectent pas les halakhot, quelle loi on leur donne? On leur donne une halakha de rodef où il nous est tout permis de le tuer, de le voler, de faire tout ce qu'on a envie? Est-ce qu'il est seulement un inconscient? C'est quoi la halakha et le statut que nous donnons à des personnes qui ne respectent pas les lois du gouvernement? Cette halakha, elle demande énormément, je vais répéter une troisième fois pour que tout le monde comprenne, d'érudition pour arriver à cette conclusion. Ce n'est pas n'importe quel rave et pas des petits rabbins de coin qui peuvent décider qui a un digne de Rodef et qui ne l'a pas. Sur ça, nous avons nos géants de la Torah, le Rav Chaim Kanievski, le Rav Yitzhak Zilberstein, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, tous ces géants que tous les jours, c'est eux qui permettent les femmes de se marier, qui permettent les agounot, qui sauvent le peuple juif de toutes les halachot. Et ils ont tranché. Ils ont tranché noir sur blanc que ces gens-là ont un digne de Rodef. Je vais juste expliquer. Il y a un homme qui est arrivé il y a un mois dans une maison où il était atteint du Covid-19 et il ne savait même pas. Pour comprendre, il y avait à table 20 personnes. Il a contaminé les 20 personnes. Il est parti dans une synagogue par la suite. Il y avait 10 personnes. Il a contaminé. Sur ces 30 personnes, les 30 l'ont reçu, dont 2 morts, dont 2 personnes que je connais. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire un malade qui rentre pour 10 minutes dans une prière de Harvit
il contamine 30 personnes, 5 à l'hôpital, 2 morts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui a atteint du Covid-19 et qui fait malheureusement pas attention, elle est non seulement pas une personne qui respecte les règles, mais les rabbinim lui ont donné le din de Rodef. Donc ça veut dire, concrètement, Kvodarav, ça veut dire que si maintenant, j'ai mon voisin d'à côté qui fait venir chaque Shabbat chez lui, ses frères, ses sœurs, de Bnei Brak, de Beth Shemesh, et ça rentre, ça sort, je peux appeler la police. La question, elle est en quoi cela il met votre vie en danger. Si par exemple, il y a une aération de sa maison à votre maison, alors il a un numéro Rodef. Maintenant, si c'est juste lui qui met sa propre vie en danger et ses frères et sœurs sont en tension, alors ça, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut savoir que pas tout est Rodef, pas tout est permis et pas on a le droit. Donc, si maintenant, dans ma maison, j'ai une aération et quand mon voisin, il y a 30 personnes, je reçois l'aération et on sait très bien que dans beaucoup d'hôpitaux, ils ont été contaminés par Covid-19 à travers les aérations. Je pense que le docteur Wolf pourra nous le confirmer avec cela. À Montréal, par exemple, nous avons créé des sections bien séparées pour pas qu'il y ait d'aération qui passe d'une chambre à l'autre, spécialement dans les CHSLD, dans les hôpitaux des vieux, où un vieux l'a eu, et avec les aérations, on a eu des dizaines de morts. Donc, si c'est le cas qui arrive dans mon immeuble, où j'ai une aération centrale, mon voisin, il amène 10 personnes, il devient un assassin. Il met ma famille en danger. J'ai le droit de me sauver la vie. On va finir, docteur Wolf, on vous donne le mot de la fin. Je voulais réagir et remercier pour la question et refaire une boucle et revenir sur ce que j'ai dit au début, sur qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dénoncer, pas dénoncer, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai été motivé à faire ces fameuses traductions, parce que en début d'épidémie, beaucoup d'amis à Ranana, principalement, me demandaient, mais j'ai des copains qui reviennent de France, j'ai entendu qu'il fallait qu'ils soient en isolement, et ils se baladent, et je leur dis, et ils ne me croient pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose, c'est d'expliquer, parce que beaucoup de gens, en tout cas, au début, ne comprenaient pas. Donc, première phase, explication. Oui, mais je lui ai expliqué, ils ont bien entendu vos messages aussi, ils n'écoutent pas. Est-ce que je peux les dénoncer? À mon niveau, j'ai été un petit peu embêté. Donc, j'ai appelé un rave qui m'a dit exactement ce que le rave vient de dire maintenant. S'il met la vie des gens en danger, oui, il faut appeler la police. Et voilà, il a donné comme exemple. Il faut lui faire une atra d'abord. Il faut le prévenir qu'on va appeler la police. Je pense que oui. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'en revenant à la maison, ils mettent la vie de leur femme en danger. Il y a 2 jours, j'ai reçu une femme. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à la mettre en danger, hein, attention. C'est autre chose. Je ne pense pas, mais un monsieur qui va à la synagogue, que son rabbin a un minyan clandestin, et il appelle tous les jours pour venir. Et la madame vit dans la peur tous les jours quand son mari revient. Est-ce qu'elle va mourir ou pas? Et j'ai essayé d'expliquer à son mari que peut-être qu'il faisait une mitzvah d'aller à la synagogue. Mais en terrorisant sa femme pendant 20 heures sur 24, c'est sûr qu'il faisait une avéra. Et ça aussi, on doit prendre en considération les gens qui sont autour de nous, notre femme, nos enfants, nos parents. Comment eux vivent ce problème? Comment eux, véritablement, arrive à supporter cette souffrance de ce doute, est-ce que je vais attraper la maladie? Et si je vais l'attraper, est-ce que je vais avoir les anticorps nécessaires pour m'en sortir? Ou malheureusement, j'aurai laissé derrière moi un mari veuf et des petits-enfants orphelins. Et cette question, elle est la véritable question. Donc je pense qu'on doit bien sûr avertir le monde. On a des rabbinim qui ont tranché noir sur blanc sur la question et il faut s'assurer que le monde comprend véritablement le danger. Ce n'est pas une petite maladie, les médecins n'en savent pas plus que nous, mais une chose que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est à des centaines de milliers de morts dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Merci beaucoup, Dr Wolf. Merci, Rav Kremezi. On terminera avec une pensée, en espérant que tous les malades, que Akadosh Baruch Hu leur donne une refoua chez les mains, que Akadosh Baruch Hu nous amène de la même façon que cette maladie est arrivée en un moment fulgurant, que la refoua viennent aussi d'une façon fulgurante et que chacun de nous, on puisse tous se retrouver et on ne saura pas comment elle est venue et on ne saura pas de la façon qu'elle soit partie. Moi, je souhaite qu'elle parte le plus rapidement possible et qu'ensemble, on peut tous rouvrir nos bêta-knessiot, rouvrir nos yeshiot, rouvrir nos portes à nos maisons pour recevoir les gens que nous
aimons et embrasser et enlacer nos parents et nos grands-parents, nos enfants et nos petits-enfants, et qu'ensemble, véritablement, on soit tous réunis pour de meilleurs moments et de meilleures nouvelles à chaque moment de notre vie. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.